Ceci est la quatrième partie et la fin de ma thèse sur les accidents de dimensionnement d'un futur réacteur de fusion. Voilà mes résultats. Donc le premier accident que je vous propose de détailler est l'accident que j'ai baptisé eau interne. Donc à partir de l'accident ITER, je vous propose un accident ayant une cinétique sensiblement identique. Donc on en a notre circuit de refroidissement des parois de la chambre à vide, et sur la branche froide de la plus grosse canalisation, on imagine une rupture à l'intérieur de notre chambre à vide. Cette rupture conduit à un fort débit d'eau à l'intérieur de la chambre à vide, arrêt du plasma, disruption. Cette eau, à cette température, se vaporise aussitôt, et donc on a augmentation de pression de la chambre à vide, évacuation de cette surpression par la grosse canalisation de décharge, soit par l'électrovoine, soit par les disques de rupture. Le gaz s'échappe, vient buller dans le réservoir de décharge. Dans le ciel, on retrouve de l'air avec du tritium gazeux, et ce qui est envoyé par cette canalisation au système de détritiation de l'air. Le critère de défaillance unique, je l'applique sur cette électrovanne de connexion de ce ciel de décharge au système de détritiation de l'air. En ce qui concerne les autres caractéristiques de cet accident de dimensionnement, j'imagine les conditions initiales les plus pénalisantes, c'est-à-dire qu'on a notre plasma qui tourne à 102% et que notre inventaire radioactif par les parois activées est maximal, qu'on est en fin de vie de ces parois activées. Ensuite, la perte d'alimentation au moment le plus pénalisant, j'imagine une perte d'alimentation générale dès le début de cet accident. Le second accident, basé sur un accident ITER, est un accident que j'ai appelé rupture externe. Donc, dans les mêmes conditions initiales que précédemment, on imagine un accident touchant la plus grosse canalisation, mais cette fois à l'extérieur de la chambre à vide. Le plasma disrupte, s'arrête, un haut faisceau d'électrons vient attaquer les autres circuits de refroidissement et donc il y a vapeur d'eau à l'intérieur de cette chambre à vide, surpression et évacuation de la même façon dans le réservoir de décharge et démarrage du système de détritiation de l'air. La perte d'alimentation électrique au plus mauvais moment survient dès le début de cet accident, et au niveau du critère de défaillance unique, j'imagine que c'est le système d'arrêt de la puissance de fusion qui est défaillant. Le troisième accident que je vous propose de détailler, basé sur un accident ITER, est l'accident que j'ai baptisé perte de vide. Donc on a notre chambre à vide, et on a un plasma à 102%, des produits d'activation dont l'inventaire est maximal. Là, j'imagine une entrée d'air, une double rupture de la première et de la seconde barrière, et donc une entrée d'air dans cette chambre à vide. Entrée d'air dont le débit est limité par cette particularité, les pénétrations dans la chambre à vide ont un diamètre limité. La cinétique de cet accident, donc on a l'air qui vient faire augmenter la pression de notre chambre à vide. Et donc, notre surpression est envoyée, comme précédemment, dans le réservoir de décharge. La cinétique, toutefois, de cet accident est beaucoup plus lente que la cinétique des accidents précédents. Comme critère de défaillance unique, j'imagine que c'est le capteur de détection de présence de tritium dans le ciel de ce réservoir de décharge qui est défaillant. Ces trois accidents nous valident la conception de ce système d'évacuation de la surpression. Le premier et le second accident avaient un critère de défaillance unique concernant cette électrovanne que l'on imagine redonder, et pour le troisième accident, le capteur
de détection du tritium dans le ciel de ce réservoir de décharge, que l'on imagine redonder. Le second accident avait un critère de défaillance unique touchant le système d'arrêt de la fusion. Et donc il faudra qu'il soit classé important pour la sûreté et redondé. Le quatrième accident, que je ne vais pas détailler ici, touche le bâtiment tritium, plus exactement le système de séparation isotopique. Cet accident est là pour illustrer le fait que dans les réacteurs de fusion, on aura des accidents de dimensionnement importants qui toucheront d'autres bâtiments que le bâtiment tokamak et la chambre à vide. Alors que ce n'est pas le cas sur les réacteurs de fission. Puisque l'inventaire dans le bâtiment tritium est de l'ordre de quelques kilos, alors qu'il n'est que de quelques grammes de tritium dans la chambre à vide. Donc je vous propose de faire une petite synthèse, de comparaison, de tirer des conclusions et de dresser des perspectives. Donc nous sommes partis d'un accident de référence et d'une méthode d'identification des accidents venant des réacteurs de fission, que l'on a appliqué aux réacteurs de fusion. On a vu que la méthode d'identification des accidents de dimensionnement était pertinente sur les réacteurs de fusion. À partir de notre accident de référence venant des réacteurs de fission, on a dressé des accidents similaires touchant une rupture d'une canalisation en eau à l'intérieur ou à l'extérieur de la chambre à vide, comme on avait rupture sur le circuit primaire. Et on a vu qu'au niveau de la caractérisation, on pouvait quasiment adopter une caractérisation similaire. Par contre, dans un second temps, on a vu des accidents un petit peu différents, une perte de vide par entrée d'air et un accident touchant un système de séparation isotopique se trouvant à l'intérieur du bâtiment tritium. Toutefois, ces accidents, même s'ils n'ont pas d'analogie dans les réacteurs de fission, ont pu être caractérisés avec la méthode, avec pertinence. Les réacteurs de fusion poseront a priori moins de problèmes de sûreté que les réacteurs de fission, puisqu'ils ont des caractéristiques intéressantes, pas de réaction en chaîne, pas de risque de criticité, une moindre radiotoxicité des termes sources, et donc ils ont une facilité à être acceptés par le public beaucoup plus facilement. Toutefois, je voudrais citer le grand principe de l'ASN. Un nouveau réacteur doit toujours atteindre un niveau de sûreté plus élevé que les réacteurs actuellement installés. C'est pourquoi il faudra appliquer la méthode d'identification des accidents de dimensionnement, en particulier la démarche descendante que je vous ai détaillée précédemment, avec la plus grande rigueur. Ainsi, les réacteurs de fusion pourront avoir une acceptation maximale par le public. Pour approfondir ces sujets, je vous recommande l'ouvrage de l'Académie des sciences sur la fusion nucléaire, l'ouvrage de Georges Charpak de Tchernobyl en Tchernobyl, qui est plutôt sceptique sur les perspectives de la fusion, mais qui détaille bien les principes de sûreté des réacteurs de fission, alors que l'ouvrage de l'Académie des sciences est plutôt favorable à la fusion. Le site de Torsupra du CEA explique bien le fonctionnement des tokamaks. Le site d'ITER permet de suivre l'avancement de cette installation. Le site de l'ASN et de l'IRSN présente le livre blanc sur le tritium et les différents avis que les organismes publics vont émettre sur l'installation ITER, puisque ces avis sont publics.